Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes sur le campus de Jussieu, Université de Paris 7, Denis Diderot. Nous sommes le 18 octobre 2005. Le sujet d'aujourd'hui sera un peu exceptionnel puisque nous rendrons hommage à notre amie Geneviève Clancy, professeure de l'Université de Paris 1 et poète, qui nous a quittés la semaine dernière. Nous commencerons à deux titres exceptionnels, puisque nous accueillons aujourd'hui le professeur Barthélémy Kotchi, qui nous vient donc d'Abidjan, Côte d'Ivoire, qui nous parlera de sa passion pour le théâtre. Il a écrit une thèse d'État sur ce sujet-là, et qui nous parlera aussi de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, qui a été créée en Côte d'Ivoire à la suite d'un décret en 2003. Aujourd'hui, donc, en hommage à Geneviève Clancy, poète et professeur à l'Université de Paris 1. Nous aurons comme invité et ami Philippe Tancelin, poète, professeur à l'Université de Paris 8. Bernard Bennec, poète, qui lira des poésies de Geneviève Clancy. Jacques Douté, poète, qui lira aussi des poésies de Geneviève. Bernard Bois, d'Art et Art, qui nous lira quelques textes aussi de Geneviève Clancy. Et nous aurons, je vous prie de m'excuser, je vais vous emprunter votre livre, Madame Abba, qui va nous lire des poèmes de son mari, Noureddin Abba, en hommage à Geneviève, qui avait beaucoup d'estime pour ce poète, puisqu'avec son frère, Philippe Tancelin, ils ont œuvré des années durant pour la poésie de tous les pays. Donc je vais tout d'abord donner la parole au professeur Kotchi, qui nous parlera de son académie et de sa vision du théâtre. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais vous saluer et vous présenter tous mes hommages. Je suis sensible à l'invitation qui m'a été faite par Madame Lise Cormery, qui est une grande amie d'une de nos membres de l'Académie, Madame Kirandou Youf Ndiaye. C'est elle qui m'a demandé de prendre contact avec elle. Et je suis venu, je l'ai appelée au téléphone et elle est venue à ma rencontre. C'est à cette occasion qu'elle m'a dit de venir ce soir vous saluer. Alors, Madame Lise Cormery est commise comme associée de notre académie. Parce que cette académie, qui a pour nom Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, est une académie internationale. Nous avons 50 Ivoiriens, 10 étrangers de tous les pays et 6, disons, correspondants aussi de tous les pays. Donc cette académie est très ouverte
j'étais, il n'y a pas longtemps, au mois de mars, je suis venu ici pour prendre contact avec l'Académie française, l'Académie des sciences ici, l'UNESCO, le Collège de France, etc. Bon, moi, j'ai fait mes études supérieures en France, à Toulouse, et où j'ai été par la suite amené à enseigner le français parce que je suis professeur de lettres. J'ai enseigné à Moissac, à Auch, d'abord au lycée, et puis à l'école normale d'instituteurs. Et c'est là que j'ai été appelé pour aller enseigner à Abidjan, à la nouvelle université d'Abidjan. Je suis actuellement à la retraite, mais c'est une retraite très active. Parce qu'entre-temps, j'ai dû créer une université privée avec un ami. C'est pas moi, mais enfin, j'ai été appelé à le faire. Et depuis 2003, j'ai été appelé à diriger au titre de vice-président l'académie, de notre nouvelle académie. Mais en réalité, je suis professeur titulaire du théâtre. C'est ma spécialité. J'ai fait ma thèse ici sous la direction de Mme Ubersfeld et de M. Jean Levaillant, qui s'est occupé de ma troisième cycle. Et après, je lui ai demandé de continuer et c'est là qu'il m'a présenté Mme Ubersfeld. Ils ont fait une co-direction. J'ai soutenu cette thèse à Vincennes, à Saint-Denis. Bon, Saint-Denis avec la mention très honorable et félicitations du jury. Donc, j'ai travaillé sur le théâtre à partir de nos réalités africaines. À partir de nos réalités africaines, c'est-à-dire de nos éléments de culture. Et ce que j'ai pu remarquer, et ce que j'ai souligné d'ailleurs comme thèse fondamentale, c'est que les arts en Afrique ne se séparent pas. C'est une globalité. Les gestes, les chants, les danses, la sculpture, tout cela, tout ce qui est art se conjugue pour faire un. C'est dans cette perspective-là que j'ai travaillé, parce que c'est ce que j'ai découvert sur le terrain. Et depuis longtemps aussi, j'ai toujours cru qu'il y a un rapport constant entre tous les arts, musique, théâtre, musique, poésie. Et j'ai sorti 3 œuvres. Et la dernière, c'est sur la correspondance des arts dans l'œuvre de Senghor. J'ai commencé d'abord par par le théâtre, non, par la poésie de Césaire, où j'ai étudié poésie et musique. Ensuite, le dernier que je vais publier, j'ai déposé le manuscrit chez l'Armatan, c'est poésie de Césaire et musique. Donc, vous voyez, j'ai toujours cru à ce mariage entre les différents arts, parce que c'est comme ça que ça se passe en Afrique. En Afrique, si vous êtes chanteur, vous devez savoir danser. Si vous ne savez pas danser, si vous ne savez pas bien chanter, si vous n'avez pas de l'expression corporelle bien développée, vous n'êtes pas un grand artiste. Alors donc, c'est dans cette optique que j'ai toujours travaillé. Et ce n'est pas étonnant que notre académie
soit une académie de synthèse. C'est dans cette perspective que nous travaillons. C'est pour ça que j'ai lu toutes les œuvres françaises ou africaines dans cette perspective-là. Quand j'enseigne le poème de Baudelaire, j'enseigne dans cette perspective-là. Quand j'enseigne le poème africain, d'ailleurs, la première écriture poétique que j'ai analysée, c'était un poème de David Diop sur Ramakam. Et alors j'ai senti le poème comme une chanson, comme une musique, et je l'ai publié. Donc en gros, voilà ce que je puis vous dire concernant le théâtre tel que j'ai découvert. Et j'ai posé beaucoup de problèmes aussi au niveau du théâtre, parce que c'est non seulement la musique, mais il y a une certaine harmonie entre les acteurs et le public. C'est pour cela que j'ai dérangé, pour moi, et on n'est pas arrivé encore à le faire, l'espace théâtral tel que conçu en Europe ne nous convient pas. Donc le cercle. Et quand j'enseignais à Auch, et surtout à Auch, au lycée, j'ai dit que quand on arrive, on déplace les chaises pour se mettre en rond. Et comme ça, la communication passe mieux. Voilà ce que je tenais à vous dire et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le professeur. C'est justement très intéressant d'avoir un regard autre, et notamment ce travail très important va être édité, est en cours d'édition. Hein. Oh, oui. Voilà. Bon, mais je vous remercie beaucoup. On va peut-être, au fur et à mesure, les personnes vont lire des poèmes. Et bien entendu, comme toujours ici, si des interventions intéressantes sont nécessaires, vous n'hésiterez pas. On va peut-être commencer par Bernard Bennec, qui va nous lire un très beau poème qu'il a d'ailleurs lu lors de la cérémonie religieuse pour Geneviève, à Saint-Étienne-du-Mont. Donc Bernard Bennec nous lit une œuvre de Geneviève Clancy d'après Les Cahiers de la Nuit. C'est tiré, c'est une œuvre, donc Les Cahiers de la Nuit, qui est parue en 2004. Donc ce n'est pas la dernière des œuvres, parce que je crois qu'elle a écrit encore des aphorismes qui paraîtront plus tard, mais c'est quand même un recueil très fort, qui montre bien sa force, son exigence par rapport à la langue, qui est à la fois logique et serrée, refermée sur elle-même, et qui va sonder cette nuit, qui n'est pas la nuit opposée à la lumière, enfin c'est autre chose, me semble-t-il, c'est cette espèce de béance, d'abîme entre la pensée et les choses de la réalité. Et au fond, le poète, je crois que toujours, il sonde cet espace de la vie et de la mort. Et le côté de la nuit, c'est aussi le côté peut-être qui est rassurant parce qu'elle contient la force, une certaine force, parce qu'elle est habitée par des choses justement qui sont du domaine de l'humain, de la vie. Et je crois que sa réflexion est là. Donc j'ai simplement, pendant une nuit justement, lui relu son recueil et mis certaines choses importantes pour elle, pour essayer de transmettre un peu d'elle et qu'on écoute sa parole. Voilà. Merci. Donc on va écouter Geneviève Clancy, dit par Bernard Bennec. Pour quelle nuit les mains de la terre se posent-elles sur les yeux? Pour la nuit révélatrice
de l'invisible des choses. Habiter selon la nuit ces moments du monde où l'immensité devient présence, ce lien charnel à l'univers. Les images, ténèbres au centre du temps. Cela s'appelle la guerre. Un jour, lors d'une mission humanitaire dans un des villages désolés d'Afghanistan, quelqu'un s'arrêta sur le seuil d'une pièce vide, au fond de laquelle il voyait immobile la silhouette d'une femme assise. Elle restait absente aux appels. En s'approchant, le visiteur découvrit une mère morte de faim, enveloppée dans une couverture dont elle protégeait encore 2 enfants, serrés entre ses genoux et morts. Que garde cette Pietà? De quel infranchissable prévient-elle? L'oppresseur ne peut entendre que sur la souffrance qu'il répand vient aussi ce regard qui dépouille les choses jusqu'à la lumière de leur source. Qui parle dans les muselières de l'histoire? Quel est ce monde où il ne reste que la mort pour défendre le sens de la vie? Et l'on se détache de cette peur d'un vide entre visible et invisible qui nous fait fermer les yeux des morts. L'enfant demande à l'homme qui lui tend la main: où sommes-nous? Sur une marge que les mots ont laissée à côté du fleuve, répond l'homme. Entrez dans la nuit, écoutez la lumière de l'oiseau passant sur l'ombre de l'oiseau, effleurez le silence de l'ici devenu ailleurs. La nuit résonne de la fréquence des mondes. C'est son devenir prophétique pour l'intimité avec l'inapprochable. Elle est le passage voilé de l'éternité intérieure. Une petite fille, pieds nus, la fièvre colle l'étoffe sur sa poitrine. Elle verse une cruche d'eau sur quelques fleurs couchées. Elles sont comme la tombe où elles poussaient, dit un spectateur de dos. Une lueur accrochée à la lèvre, l'enfant murmure. La nuit rend indiscernables les seuils, et là se tient la lumière. Quand il ne reste du rêve que le spectral, quand l'obscur effine le fer, quand l'initiale trébuche sur la tempête, quand le tison ment aux braises, l'amont des échos tend ses mains de nuit aux fontaines, l'inaccompli accueille ses futurs, la clarté s'incline sur l'empreinte où commence à bouger un jardin. Quelle lettre d'eau sur le livre déchiré, quelle syllabe d'abîme dans la couronne brûlée de la Pietà. Qui a déchiré le voile de l'image où meurt la lumière? Le sang ferme l'heure nue d'une main serrant l'autre, absente. Comme l'utopie est le séisme de la réalité,
comme la majesté rebelle de l'éphémère, l'éternité est cette lande indomptée que nous portons derrière les yeux. L'effort de la nuit a dompté l'irréparable, cette longue vue de la nuit sur les attaches de l'épreuve, cette trace de nuit dans la lenteur du sourire. La lumière a coulé jusqu'à l'indécis de ses plis dans le fleuve. La lueur a traversé ses blessures, comme un point de stupeur sur le vide. La soif s'est ouverte dans la cendre égale de la misère, nudité obscure du passage des choses. Pauvre et nu, comme transfiguré d'un peintre, un enfant de pluie et d'été, à la fente du soir, cueille le rouge dégrafé d'un soleil sur la guerre. Il y a des messages visibles seulement depuis l'invisible. Un enfant dessine sur le vide les volets du jardin. Y a-t-il une absence cachée derrière les choses, ou bien un levant de celles qui n'existent pas? Un visage est là, entre les fleurs d'amandier, et qui penche vers le fond de la lumière, parlant à des mots inconnus. Merci Bernard. Donc, nous avons accueilli Philippe Dancelin qui est venu nous rejoindre. Comme Philippe Dancelin n'était pas là, je lui présente donc à ma droite le professeur Barthélémy Cocchi, qui a fait aussi sa thèse à l'université de Paris 8 et qui représente l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines dont il est le vice-président en Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup Bernard Bennec. On va maintenant regarder notre amie Geneviève, qui était avec nous, nous a fait l'honneur de venir 2 fois, et notamment le premier. Nous allons la voir tout d'abord dans un petit film de 2002. Tu m'aimes ? Alors oui, justement, je tiens à vous dire que nous avons sélectionné ce petit bout de film, qui est un film, comme vous voyez, amateur. C'était pour vous montrer que Geneviève n'était pas seulement un grand poète, elle voulait qu'on l'appelle poète et non pas poétesse, mais aussi un grand professeur d'université. Donc le deuxième petit morceau de film sera aussi un morceau de film en tant qu'universitaire.
échanger avec vous. Je voudrais d'abord commencer par un éloge. Vous avez, les Promutum, veillé à constituer un appareil conceptuel d'analyse et de critique qui est sérieux et qui permet d'emblée quand même de laisser entrevoir ce que moi j'appellerais d'un bout à l'autre la démonstration de l'ensevelissement de la création artistique au profit de la production en matière d'art. On est vraiment passé de la notion de création à cette production, et avec tout ce que cela implique. C'est peut-être un peu engagé au gros comme terme, mais j'ai envie de dire de désastre. Il y a quelque chose, j'ai eu un sentiment de mise en preuve du désastre après la lecture de votre travail, en disant bon, donc j'ai peut-être été trop longue, mais c'est pour vous dire qu'on pourrait quand même se poser la question de savoir si cette décadence que vous relevez à juste titre, quand même pas, effectivement, ne pourrait pas recevoir cet éclairage. C'est-à-dire, je voudrais dire, un éclairage de classe. Effectivement, à partir du moment où le sort de l'art, son sort historique, c'est-à-dire le fait de ses expositions, de sa présence, de ce qui le fait matériellement subsister, est passé entre les mains des négociants, des marchands. Eh bien, ils ont imposé la dictature, et là je crois pour dire, de leur anti-valeur, de leur non-valeur, de leur négation pure. Et il est effectivement, ça a eu une incidence immédiate, radicale. J'espère qu'elle ne sera pas fatale. Alors là, donc nous en discutons si vous voulez tout à l'heure. J'espère que, et c'est là que je reviens directement à une partie de votre thèse, ce que j'espère, c'est qu'effectivement, ce qui évitera que l'issue soit fatale, c'est cette résistance que vous mettez en évidence, hein, voilà, avec des jeux de mots. Bon, je suis d'accord avec tous les intervenants précédents. Vous avez une écriture humoristique, hein, incisive d'ailleurs, parce que l'affaire était consistante mais âpre, et vous l'avez souvent attaquée d'une manière très humoristique, vraiment pas manque d'humour noir, et c'était très bien. Et donc grâce à vos jeux de mots, nous voyons quand même effectivement une résistance. Et cet art libre, ou ces artistes libres, sont effectivement des points de lumière, des points d'espoir, pour éviter peut-être, du moins ralentir, cette décadence qui me paraît être quand même le sens profond de votre thèse. D'avoir essayé de nous démontrer, preuves à l'appui, qu'on avait un ensevelissement, et que cet ensevelissement, il produisait quand même de la décadence. Et que donc il y a la pensée résistante de certains artistes qui permet d'espérer, peut-être pas de sauver la situation complètement, mais en tout cas de permettre que d'autres forces se mettent en jeu et que la situation change. Donc nous allons commencer avec, à ma droite, Geneviève Clancy, poète, professeure de l'Université de Paris 1. Geneviève. Bien émue de prendre la parole. Je suis bien émue de prendre la parole comme ça.
après sans doute tout l'imaginaire provoqué par toutes les propositions qui ont été faites. Alors moi je voudrais simplement vous soumettre, comment dire, une idée comme ça qui m'est venue à propos de la voix. Voilà. Ce que je propose, c'est de relier la voix. C'est une idée brute, hein, comme ça. C'est à retravailler, mais je la propose. La rapprocher de la question de l'invisible. Alors, en matière souvent de poésie ou tout ce qu'on a pu dire sur la peinture ou l'œuvre d'art, on entend toujours dans un rapport entre le voir, le faire voir et l'entrevoir de l'invisible. Alors moi j'ai essayé tout d'un coup j'ai eu une autre impression, une autre idée, et de rapprocher la voix, non pas de faire naître l'idée de voix, donc pour nous débarrasser de cette question du voir ou du non-voir, et de poser la question de l'œuvre comme une sorte de, comment dirais-je, de passeur immatériel, hein, qui serait capable de nous amener dans le monde de l'ouïr, de l'entendre. Donc d'ouïr ce qui est inouï, d'entendre l'inentendu. Donc j'imagine cette voix dans son immatérialité qui dessine, hein, plus ou moins, qui trace, qui creuse, qui fait surgir, qui imprime dans notre imaginal je vais les appeler des antifigures ou des antiformes, mais qui sont en fait des modes d'approche de l'invisible. Et cet invisible étant un mode, comme ça, le mode d'être du monde déposé dans la conscience. Alors bon, voilà, ce que je propose, c'est que, pour moi, tout d'un coup, ce qui se joue dans la place de l'œuvre, ce serait ce que j'appellerais la question de la voix. Alors, cette question de la voix, qu'il s'agisse de l'œuvre poétique ou de l'œuvre plastique en général, il s'agit d'une voix qui, bien sûr, est non figurante, donc elle ne fabrique pas des figures, mais elle va être cette ouverture qui permet la montée de l'inouï. Alors, je vais aller rapidement et puis essayer de prendre un petit exemple concret. Ça nous amènerait à penser que, finalement, cette œuvre, le faire-œuvre de l'art, c'est cette voix qui enregistre, en fait, qui devient passeur, plus exactement, des choses du monde, et qu'elle est par là, finalement, ce que les mystiques appelleront sans doute, pour une part, la voie d'entrée dans l'extase. Alors, elle me permet, il me semble, de bien souligner une chose, c'est que finalement, la création artistique, l'œuvre, n'a qu'elle-même comme fin. Enfin, elle est autotélique. Je ne crois pas que quand on crée, on crée pas pour autre chose que pour créer. Et cette capacité donc de l'autotélisme permet justement
de passer, non pas de la notion d'inaperçu, mais à la notion d'inouï, d'inouïr même, d'inentendu ou d'inentendable, qui devient vraiment la voix qui décèle l'entour des choses et du monde dans lequel nous baignons. Alors voilà, je dirais que l'œuvre, encore une fois, que ce soit l'œuvre d'un poète ou l'œuvre d'un plasticien ou l'œuvre d'un musicien, c'est celle qui va me faire entendre des pierres, par exemple, ou des arbres, ou des êtres qui passent, ou des étoiles, non pas ce qu'elles nous montrent, mais ce qu'elles peuvent ce qu'elles peuvent susciter en nous d'appel, et ainsi de nous transmettre cette voix qui nous lie à l'inouïr, donc à l'invisible du monde. Alors je conclurai en disant que l'idée qui m'est venue, c'est qu'en fait la voix, ou cette voix, fait de l'œuvre qu'elle est l'accueil de cet inentendu des fonds qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, mais qui en fait nous amènent soudain à les ressentir, c'est-à-dire à rentrer en résonance totale avec ce qui est là et ce qui nous entoure. Donc pour moi, voilà, l'œuvre, c'est entendre le donner là, et non pas chercher derrière lui ce qu'il y aurait d'invisible sous sa forme. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. D'ailleurs, je crois que j'ai coupé, j'aurais pas dû couper parce que donc je donnais justement la parole à Philippe Tancelin après cette intervention de Geneviève, à moins que on va demander à notre ami peut-être de lire un poème de Geneviève, mais c'était bien de retrouver Geneviève telle qu'en elle-même, qui nous parlait d'abord de recherche, puis de résistance, et enfin d'invisible. Donc Jacques Douté va nous lire une poésie de Geneviève. Vous me pardonnerez, je n'ai guère l'habitude du micro, j'espère que la voix sera suffisamment posée. J'ai choisi un extrait d'un recueil qui date de 2002, qui est Vent des présences, un grand livre d'ailleurs, comme c'est pratiquement, le poème que je vais lire, c'est pratiquement l'ouverture du recueil. Après un prologue, tout commence par Terre de présence et l'extrait que je vais vous lire. Ce poème, comme celui qu'a lu Bernard Bennec tout à l'heure, il a, et c'est pour moi une de ses beautés, il a l'allure d'une sorte de mythe, de légende, de récit en tout cas, mais bien sûr, comme vous l'entendrez, je pense, j'espère que je saurai le faire passer tout ce qu'il y a dans ce poème. Il s'agit bien entendu de l'aventure du poète lui-même, qui perçoit une voix qui est en elle et hors d'elle tout à la fois, et qui dans cette lumière va trouver l'incendie au fer des mots. Et le deuxième extrait que je lirai, toujours de ce grand poème, de ce poème très long, qu'il n'est pas question de lire intégralement, le deuxième extrait, qui se situe presque à la fin du poème, me paraît, lui, ce n'était peut-être pas le sens originaire voulu par le poète, je n'en sais rien, mais me paraît un extraordinaire et poignant résumé de tout l'itinéraire de Geneviève Clancy jusqu'à cette tâche lourde où s'effacent les seuils qu'elle a maintenant, hélas, atteinte.
Seule sur le banc, elle songe à cette part d'horizon où le ciel repose sur les ruines. Qui est cet homme soudain assis près d'elle? Il est comme sculpté de blanc dans du passé. Il parle de ce qu'il faut d'amour pour soulever les cris qui rendent fous les oiseaux. Elle regarde, posée près d'elle, ce visage entre désert et refuge, et accepte l'invite d'aller chez lui entendre la musique qu'il compose. Dans la demeure près du bois, ils sont 4 violons éclairés de lointain. Elle entend cette musique monter du lieu des choses qu'elle porte en elle, flottant sur un étang repris. Lorsque se turent les violons, elle reconnut la marche inachevée du fleuve, perdant la mémoire de ses berges. La fragilité glorieuse des mains des violonistes, les points de ciel à leur visage, elle les garde en elle quand elle quitte le lieu et s'éloigne. Quelques pas dans la nuit l'avertissent de l'oubli de sa cape. Elle revient, mais la demeure est close et noire, comme prise d'antan par l'absence. Alors, elle va jusqu'à la grande rue qui borde le bois. Une porte laisse filtrer la lumière, elle frappe, et comme si la nuit était ruban d'écho, toutes les fenêtres s'éclairent à la grande rue. Des visages montent aux découpes claires, et l'on perçoit la garde des oiseaux aux branches. Elle parle de ce soir suspendu à des violons, de la maison, de la transparence de la musique, de la cape oubliée, et de son retour, où elle ne vit plus qu'une obscurité refermée sur la demeure. L'homme qui s'approcha d'elle, ressemblait-il vraiment à celui qui s'était assis sur le banc? Ce geste avec lequel il écartait l'haleine de peur, dont le récit tordait les visages à l'écoute. « Madame, dit-il, de quel songe viens-tu? La maison où tu étais close de longtemps, ses passants sont morts. Quel est ce fond ouvert des cimes qui s'échappe des choses comme un incendie venu vaincre leur nuit? » Elle répète le concert, cette certaine lumière qui disposait l'entour, et sa cape restait là-bas. Tout se jouait dans une lumière, dont la violence ne permettait de fixer aucune figure. Tout se donnait avec la force de chair d'un fragment détaché de quelques sites, et qui, pour quelques instants, laissait voir l'incendie au fer des mots. Merci Jacques. On va donner la parole à Bernard, puis ensuite Bernard Bois va lire un poème aussi de Geneviève Clancy. Quand j'aurais cité 2 textes, un tiré des Chemins du regard, édité aux éditions de Champtain, et puis l'autre texte, ce sont des aphorismes qui sont tirés de l'Esthétique de l'ombre, édité à l'Harmattan. Alors, pour ce qui concerne le prologue des Chemins du regard, je voudrais citer 2-3 phrases. Le regard est nomade. Parler de ces chemins, c'est errer parmi les choses qui le brutalisent ou l'éclairent. C'est repérer l'invisible, déjouer les obstructions, traverser le temps. C'est ouvrir l'écluse des clameurs, libérer le fond des non-dits, dévoiler la réclusion de l'essentiel. C'est donner la parole à l'ombre, soulever l'oubli, démêler les plis des plis. C'est reconnaître l'éclair derrière le point d'abîme. Alors je dois dire que depuis que Art et Art existe depuis février 2003, il y a eu 2 temps très forts. Ça a été la rencontre ici de Geneviève Clancy, où on approche par ces mots l'insondable profondeur et la richesse de ces textes. Je dois dire que ces 2 rencontres ici
sont pour moi deux dates très riches d'émotions et aussi de textes. Alors maintenant, il y a quelques aphorismes que j'aurais cités de l'esthétique de l'ombre. L'épreuve du rêve rend visible la vie en son entier. Visage éclairé d'écart, passant de braises singulières, demain et le désespoir de l'infini. Quand l'arbre insoumis passe sur la forêt en peur, l'épaule vaincue des racines se souvient de la branche sous l'éclat de l'oiseau. Alors, le prélude de ces textes sont, dans l'introduction, l'aphorisme et luminescence de l'imaginaire passé. L'aphorisme permet de prendre la saison cosmique d'une histoire entre les hommes. C'est une saison entre l'été et son arbre, entre la terre et sa soif, entre le froid et son étreinte, entre l'éclipse et son urgence, entre la communauté des hommes et ses souvenirs futurs. Alors j'espère que ces livres seront de plus en plus connus, car ces textes, il ne faut pas qu'ils restent confidentiels. Ils sont d'une telle grande richesse. Merci Bernard. Alors Madeleine Abba va nous lire cette fois un poème de son époux Noureddin Abba, parce que Geneviève Clancy et Philippe Lancelin l'ont toujours encouragé. Donc merci Madeleine. Merci, oui. Je vais vous lire un texte qui a été écrit pendant la guerre d'Algérie. Et c'est un texte qui nous parle d'une toute jeune femme et de son drame. Et je l'intitulerai « Les bougies ». Le premier soir de ton absence, j'ai allumé une bougie, puis une deuxième aussi le lendemain de ce soir-là. 2 et puis 3, 3 et puis 4. Depuis combien de soirs déjà? Perdu, vivant ou mort? Mais où? Un camp derrière un barbelé? Dans une fosse divisée? Dans une cave écartelée? Pour chaque angoisse, une bougie, d'eau morte à présent ma rumeur, travestie à jamais ma vie, chaque soupir à sa bougie. Le premier soir de ton absence, oh j'ai haï la terre entière. Jamais je n'oublierai ce soir et ce soleil qui me narguait. Il avait usé jusqu'au sang, oui jusqu'au sang, son beau triomphe. L'ombre était découpée au glaive de vert, de bleu, de violet. Cette dépense de couleurs, alors que moi, l'adolescente, moi ton épouse de 3 jours, 3 jours à peine, oui, 3 jours. Pour chaque jour, une bougie. Chaque soir prend à moi ta forme, chaque soir m'exalte de songes, mais chaque bougie me dénombre. Perdu, vivant ou mort, mais où? Le premier soir de ton absence, j'ai allumé une bougie. Tu étais là, multipliée, dans un monceau de choses tues. Qu'ai-je eu de toi durant 3 jours? Perdu le col, l'ombre d'un nid sur un regard qui te cherchait. Perdu le henné des cheveux, mes nattes en queue de renard, le coffre ronronnant d'écho. Perdu les bijoux scintillants. Pour chaque perte, une bougie. Je me souviens d'un premier geste. Il a parlé à mes secrets, comme parlent à nos regards les branches tourmentées d'un arbre ou le vol sans fin d'un oiseau. Il me revient aussi un mot de toi qui m'a surprise. Ce mot semblable à mon mystère, je le croyais seulement mien, ce mot complice de ma chair. Pour ce mot-là, une bougie. Je n'ose pas t'interroger et te demander si je saigne dans tes souvenirs, si je crie, si je suis douce, si je pleure, si ma présence te torture ou si du sable la recouvre. Pour cela aussi,
des bougies, toutes les bougies de la terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait ici, dans ta maison désormais vide, qu'un grand silence, sans plus rien qu'une mémoire de bougies, veillée par 2 sabres au mur, accrochés comme 2 vipères, juste au-dessus de notre couche. Merci Madeleine Abba d'avoir lu un poème de Noureddin Abba. Et on ne saura jamais remercier assez Philippe Tancelin et Geneviève Clancy qui ont su donner la voix aux poètes du monde entier au cœur de Paris depuis de longues années. Ça, c'est quand même très très important. Donc, est-ce que tu veux lire un poème ou est-ce que nos amis... Oui, alors Philippe Tancelin. Je voudrais reprendre une citation d'un extrait d'un poème que Bernard Bennec a lu tout à l'heure, où Geneviève écrit « La lueur traverse ses blessures ». C'est-à-dire, malgré toutes ces blessures, de la traversée du monde, en toutes ces blessures de la traversée du monde, il y a une traversée autre, une traversée émouvante au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui nous meut hors de ces blessures, et qui est cette traversée par la lumière et de la lumière. Et cela rejoint philosophiquement une posture qui est extrêmement, que défendait très fortement Geneviève par rapport à l'histoire, par rapport aux événements, car il ne faut pas oublier, et jamais oublier, que la lumière, la luminescence dont elle parle, elle émerge de la traversée des ténèbres, elle émerge de la traversée des blessures, elle traverse depuis ces blessures, depuis ces ombres. Concrètement, elle est toujours ancrée dans l'histoire. Elle n'est jamais à côté de l'histoire. Et je voudrais terminer simplement sur ces 3 mots, enfin deux mots qu'elle emploie dans l'intervention qu'elle avait faite ici même, et qu'on retrouve très souvent dans ces textes. Elle parle de l'invu, elle parle de l'inouï, elle parle de l'indit. Non pas ce qui n'est pas vu, non pas ce qui n'est pas dit, non pas ce qui n'est pas entendu, mais ce qui commence à se voir lorsque se retire le visible, ce qui commence à s'entendre lorsque commence à se retirer ce qui a été entendu ou cru être entendu, ce qui commence à se dire lorsque commence à se retirer ce qui a été dit. Invu, indit, inouï. Parce que ce qui parle, ce qui appelle, ce qu'elle nommait cet appel invincible de l'être, il est dans l'antre des choses. Il est même dans ce que nous avions appelé ensemble, enfin nommé ensemble, cet en-delà des choses. Et je terminerai par peut-être une image, une petite histoire, une petite anecdote, mais qui n'est pas non plus une anecdote anodine, si je puis dire, sur cet en-delà des choses, qui renvoyait à une, non pas à une conception, mais à une présence de Geneviève au monde,
une présence aimante, une présence d'amour au monde. Et pas l'amour que l'on consomme, pas même l'amour que l'on prône, pas l'amour de l'autre pour soi, mais pas non plus l'amour de l'autre pour prétendu lui-même, mais l'amour de l'autre dans l'au-delà de lui-même, c'est-à-dire dans cette capacité de l'autre à devenir et à n'être jamais arrêté dans la représentation, dans l'instant historique où nos sens le captent et le capturent, jamais l'arrêter dans cette écriture dont on prétendrait lui faire les gestes de sa vie, et cette écriture de la dictature des pouvoirs contre laquelle Geneviève a résisté si longtemps. Donc l'amour de Geneviève pour le monde, c'est un amour de cet au-delà du monde, c'est-à-dire dans cet amour du possible autrement de ce monde, et non pas de son arrestation dans la représentation que nous voudrions nous en faire, fût-elle belle, et en cela l'art a sa responsabilité, mais dans cette, non pas représentation, mais c'est dans cette vision utopique du monde qui était la sienne et que je partageais, que je partage. Oui. Le professeur Cocchi va nous quitter, mais nous continuons avec peut-être Madame Madeleine Abba. Vous vouliez lire un autre poème de Noureddin Abba. Merci. Oui, je vais vous lire un poème qui est extrait d'un recueil qui s'intitule « Je hais les trains depuis Auschwitz ». Il faut dire que Noureddin Abba était, je pense, le seul Algérien, le seul Arabe qui ait assisté au procès de Nuremberg. Il était tout jeune, il était jeune journaliste stagiaire, il avait à peine 24 ans. Et cela l'a marqué pour toute sa vie. Et Auschwitz, pour lui, représentait vraiment l'horreur absolue. Et là, ce poème a été écrit en 1994, alors que montait cette bouffée d'intégrisme terrible en Algérie, et où il y a eu tant d'intellectuels assassinés. Voilà. Je suis seul face à la mer immense, majestueuse dans la lumière d'un jour de plein soleil. Je pense à la fraîcheur des hauts fonds marins et à l'heureuse paix des algues, des récifs. L'un après l'autre, les assauts des vagues se perdent en ourlets, au milieu d'yeux ouverts. Mais l'ombre de la folie s'étend sur la ville. Une guerre sans nom est déclarée à l'amour avoué, à l'intelligence reconnue, à la tolérance proclamée et à l'espérance osée. Je pense à ceux qui pleurent un mort récent, à ceux qu'un deuil lointain afflige encore, à tous ceux qui n'en peuvent plus d'aller aux enterrements. La peur me gagne pour aujourd'hui frileuse, mais demain, elle sera peut-être massive, irrésistible. Demain, la question à peine posée, je me cabre comme un cheval qui pressent l'obstacle. Demain, il faudra faire face aux exorciseurs, face aux prêches ressassés, avec des cris à perforer les tympans. Il faudra aller à la vie comme on va vers ceux qu'on aime. Tutoyer la vie comme on tutoie ses amis. Rien n'est à craindre pour celui qui sait que c'est d'absence de courage que la vérité meurt.
et de courage dont elle a besoin pour vivre, car le courage est comme une naissance, riche de promesses et de points de confluence. Demain, je marcherai la tête haute, ces mots aux lèvres. Voici l'orgueil et l'honneur d'un homme, être rebelle et dissident quand le fanatisme s'érige en ordre de droit divin, en ces temps d'intolérance meurtrière. Les yeux brûlés, il faut défier le soleil. Merci beaucoup, Madeleine. Bernard, est-ce que tu pourrais aider le professeur Cocchi? Je crois qu'il a un problème. Si quelqu'un veut prendre peut-être la parole, aujourd'hui c'est exceptionnel. Donc, Bernard, voudrais dire un mot, oui? Oui. Je ne voulais pas parler, mais je proposais peut-être de lire un petit peu le début de la nuit, parce que le début des Cahiers de la nuit, les 2 premières pages qui vont dans le sens de l'intervention de Geneviève, de ce qu'a dit Philippe, et peut-être que c'est cette introduction, je pense peut-être... Je suis d'accord, Bernard, mais est-ce qu'on pourrait peut-être faire, comme il y a beaucoup de personnes en fait qui ne connaissaient pas Geneviève, oui. Si des personnes dans la salle avaient envie de poser des questions à Philippe Tancelin, parce que Philippe Tancelin et Geneviève Clancy, en fait, ce sont 2 grands pianistes qui ont souvent joué à 2 mains. Donc, si vous vouliez, voilà, je vous le propose. Sinon, bien sûr, je vois qu'il y a des jeunes dans la salle qui connaissent sans doute pas l'œuvre de Geneviève, donc non. Bon. Autrement, alors Bernard. Je voulais dire simplement, c'est qu'on voit sur l'image, Geneviève, son regard dont on se souvient avec son regard très exigeant, enfin cette espèce d'insistance du regard qui nous sondait jusqu'au fond de nous-mêmes. Je crois que après sa disparition, c'est ce qui m'est revenu. Cela. Oui, mais j'insiste, je reviens sur ce que dit Philippe, mais avec, je ne vais pas passer la pommade, c'est pas bon, avec toujours beaucoup d'amour. Et voilà ce que je voulais dire dans le second volet, c'est ce sourire qui reste d'elle-même et cette espèce d'attention immense à l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas avaler dans les mots, c'est regarder l'autre dans ce qu'il a de plus libre. Et elle parle du levant, justement, le levant de la nuit. C'est cela qui est important. Et en fait, c'est vrai que voilà, c'est une attitude très forte qui est un modèle pour nous. Voilà, c'est quelque chose avec cette exigence, cette persistance qu'elle a eue, malgré, disons, les choses difficiles qu'elle a vécues dans sa vie et la souffrance aussi du monde. Elle a pris le parti définitif de ceux qui sont écrasés par les oppresseurs, enfin ceux qui... Quel qu'il soit. Quel qu'il soit, voilà. Quel qu'il soit, voilà. Et bon, c'est parti pris et net, et c'est cela qui est important. Je proposais simplement de lire peut-être comme ça, de façon fluide, ça me semblait bien résonner par rapport à ce qu'on avait dit et par rapport à sa position. Le rouge du soir retient le soir. Les gestes s'effacent dans la courbe des choses. La nuit vient. Comment compter la nuit? Les mots n'apaisent pas le vide qui les sépare de ce qu'ils nomment. Ils accueillent sur le seuil la rumeur qui porte l'inconnu de l'inaccompli, de l'accompli. La nuit impénétrable qui nous pénètre, paradoxe de paix et de peur, double visage du calme infini et de la malignité des ténèbres. Comment faire la nuit en nous? Penser le monde non plus dans une conscience des choses, mais selon une conscience du parcours des choses, dans l'immanence qui unit la pensée à l'univers. De la mise en nuit du penser naît une présence à l'existence qui s'écoule sans se déposer et qui parle en des mots, icônes intemporelles évoquant l'inséparable de ce qui est à ce qui devient.
habiter le monde par son initiale? N'est-ce point songer par sa nuit dans cette conscience immobile où l'illimité est son temps? La nuit, attitude mentale, qui rapproche l'immense jusqu'à le toucher et crée ce lien charnel à l'univers qui nous fait du même sang que les étoiles. L'œil, dans la nuit, devient soleil. Lumière sur l'ouvert qui dévoile la réalité par ses profondeurs et que nous nommons beauté en pénétrant cette fréquence du réel qui est sa contemplation. Nuit, temps où l'on est regardé par ce que l'on regarde. Pancalisme de la conscience nuitive ouvrant à l'accueil d'un émerveillement sans objet. Le poème se fait le passeur d'une énigme où la parole univers de l'être élit le mot non pour son sens, mais pour sa nuit. La nuit des mots, écoute originaire, où s'entend rêver la profondeur des mondes. Le langage n'est pas seulement une tentative cognitive de ce qui est, il est ouverture à son entendre. Parler le bruit des choses, nuit, matière, où vient l'immensité jusqu'à la conscience, implorant de sa nudité le mouvement des abîmes. Merci Bernard. Et un second volet. Bon. Donc, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? On va terminer ce soir avec notre... Bien sûr, Philippe, oui, bien sûr. Donc, dans l'esthétique du devenir. L'esthétique du devenir, oui. C'est très très court, mais je pense que ça résonne parfaitement avec la pensée philosophique de Geneviève, dont je rappelle une chose qui est extrêmement importante. C'est que un de ces combats, y compris au sein même de l'université française, et que nous avons mené à travers aussi le Centre international de création poétique, ça a été de renouer le dialogue entre la philosophie et la poésie. Pourquoi et sur quelle base? Sur une base très simple. Premièrement, c'est que la poésie, pour nous et pour elle, n'est pas un art. Elle est une pensée. Elle est une pensée du monde. Et je dirais ces 5 lignes qui me semblent parfaitement décliner cette pensée. Si la douleur remonte jusqu'à l'affliction d'être homme, je répète, si la douleur remonte jusqu'à l'affliction d'être homme, alors c'est admettre que seul le sang versé peut effacer cette inscription de la douleur. Mais alors, quel temple pour le bourreau, quel puits pour le sacrifié. Comme la douleur est une silhouette de l'abîme, elle est aussi une page de la liberté, un seuil d'où l'on peut voir la clarté des racines. Merci Philippe Tancelin. Donc, je vous rappelle, dans la collection Poètes des 5 continents de Philippe Tancelin, Ces horizons qui nous précèdent, entretien poème, c'est en-delà des choses, Philippe Tancelin, Geneviève Clancy, de l'esthétique de la violence, édition compacte, Geneviève Clancy, Vent des présences, Geneviève Clancy, Philippe Tancelin, L'été insoumis,
1970-1984. L'Harmattan. L'esthétique de l'ombre. Geneviève Clancy, Philippe Tancelin. Collection Poètes des 5 continents. Les cahiers de la nuit, Geneviève Clancy. Et je pense que j'en oublie, donc Bernard Bois. Les chemins du regard. Les chemins du regard. Donc là, en effet, l'éditrice était venue le mois dernier. Oui, et donc c'est édité aux éditions du Champtin. S'il te plaît, tu peux recommencer parce que tu n'as pas appuyé sur... Donc c'est pas enregistré. Oui, donc Les chemins du regard, Geneviève Clancy, Entretien, essai philosophique, édition du Champtin. Réseau, édition Silex, en 1984. Et puis, je dirais, le premier ouvrage de Geneviève dont je rappelais lors de ses obsèques que c'est sans doute ce qui a révélé la révolution qu'elle opère dans la langue poétique de la poésie contemporaine, c'est Faites coucher aux éditions Segers en 1973. Et dont on avait parlé justement lors de Art et Art. Si vous voulez regarder sur Internet, c'est toujours en ligne. Donc le Art et Art de 3 février 2004, où Geneviève Clancy avait en effet commenté ce livre, Faites coucher, avec une photographie de Mata, Segers-Lafont, 1972. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre venue et je vous remercie de penser à Geneviève. Et au mois prochain, donc... 22 novembre. Merci Bernard. Donc nous nous retrouvons le 22 novembre. Et bien sûr, vous retrouverez en ligne, je pense à partir de la semaine prochaine, cette visioconférence où nous rendions hommage à Geneviève Clancy. Je vous remercie beaucoup et au mois prochain.